Bienvenue, chers collègues du Sénégal, notamment de l'ONG Agir. Bienvenue à nos amis de l'association Lupo. Et bienvenue également à nos amis de l'association au niveau de la fondation Akereburu qui s'occupe de la gestion du projet Ostréiculture. Depuis le début du projet PAP Bio, nous avons insisté à ce que les projets que ce programme-là conduise, que ces projets aillent véritablement vers des projets où les populations tirent directement bénéfice de ça. On ne peut pas faire de la conservation le ventre creux. Vous demandez à des populations qui sont autour d'un écosystème, qui ont faim, vous leur demandez de conserver, mais elles n'ont pas d'alternative. Vous n'aurez jamais le résultat. Donc je suis très heureux de cette collaboration aujourd'hui qui a conduit l'ONG Corde du Bénin, la fondation Akereburu au Togo, de se mettre ensemble pour augmenter les revenus de nos populations à travers des projets véritablement viables. Le premier projet qu'on a sélectionné, c'est l'ostréiculture, directement liée à la conservation des mangroves. Si la population arrive à véritablement avoir des activités durables et qui sont liées à la conservation de la mangrove, elles seront obligées de la conserver. Je m'en vais remercier de façon très sincère le maire du lac 1, qui n'a ménagé aucun effort quand ce projet-là est venu et qui a mis à disposition la fondation avec tout ce qui va avec comme ressources, comme dépenses en termes du temps, d'énergie, financière. Ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse mettre en œuvre cette activité. Je voudrais que vous transmettiez à Madame la directrice actuelle nos sincères remerciements pour l'accompagnement dont nous bénéficions de la part globalement de l'UICN et plus particulièrement de ce projet PAP Bio, dont nos pays, 9 au total, bénéficient de la part de son institution. Au nom de la directrice régionale de l'UICN PACO, basée à Dakar, Madame Nana Oumou Touressi, qui aimerait bien être là et qui, je l'espère, sera là prochainement pour voir un peu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Au nom de M. Renaud Bayeux, coordinateur du programme marin et côtier, sous lequel se situe le projet PAP Bio, c'est un mangrove. Au nom de Paul Silay Tendin, coordinateur régional du projet PAP Bio, c'est un mangrove. Nous tenons à dire merci, non seulement aux autorités togolaises qui n'ont ménagé aucun effort, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la direction des ressources forestières et au niveau des autorités locales, que ce soit les préfectures, les mairies où nous intervenons. Nous voulons vous dire merci. Merci déjà d'avoir participé à l'activité de ce matin, mais merci surtout pour l'engagement que vous avez pris à nos côtés pour la bonne marche du projet, que ce soit au Togo ou au Bénin. Dans la conception du projet, nous avons compris que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. C'est pourquoi dans le financement reçu de l'Union européenne, nous avons mis en place des projets de subvention d'une valeur totale de 3 700 000 €, dispatchés entre les différentes ONG, les associations qui interviennent dans ces zones. Aujourd'hui, notre présence au Togo s'explique par l'engagement pris par le maire depuis 2020 à nous accompagner. Cette visite d'échange entre dans le cadre du résultat 1 du projet, qui concerne les visites éducatives, les visites culturelles et les visites d'échange. L'objectif de ces visites, c'est au niveau sous-régional de travailler à l'émergence d'une communauté de pratique au niveau régional. Pouvoir pousser les gens à aller voir ce qui se fait de mieux dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, pour pouvoir le partager avec les amis qui sont dans d'autres pays. C'est bien de savoir créer une AMP, le Togo a entamé le processus. C'est bien de savoir gérer, gouverner une AMP, mais le plus important, c'est que les populations puissent tirer profit de ces aires protégées. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de venir partager l'expérience de Joal. Pour rappel, Joal est en matière de gestion et de gouvernance
l'AMP ou bien en tout cas l'un des AMP les plus en vue en Afrique de l'Ouest. La demande de l'UICN à la suite de ces visites d'échange, c'est que les partenaires présents puissent partager, restituer ce qu'ils auront appris avec les communautés qui n'ont pas eu la chance de participer à cette visite d'échange. C'est une grande joie pour nous de nous trouver en ce moment-ci à la rencontre de l'environnement et du développement, où les populations reviennent au centre, notamment de l'environnement, en ce sens qu'elles deviennent les premières bénéficiaires des actions qu'elles-mêmes engagent, notamment dans le cadre de la plantation des mangroves, qui n'est plus que la plantation des mangroves, mais aussi qui va changer le quotidien de leur vie, notamment par la formation sur l'apiculture et les guirlandes pour l'ostréiculture. Je voudrais, conformément à la tradition de chez nous, remercier vraiment Lucienne, Corde et mon cher ami Karim, que j'ai beaucoup de bonheur à recevoir ici à Lomé, parce que vous le voyez assis simplement comme ça, mais vous ne savez pas qu'au Sénégal, c'est un monument. Je sais de quoi je parle. Karim, c'est un monsieur. Et ce qu'il a pu faire, si on arrive à faire ça au Bénin et au Togo, nos deux pays-là vont connaître des avancées extraordinaires. Et donc, je voudrais vous inviter, avec beaucoup d'humilité, à vous mettre à son école pour qu'il vous montre le chemin. Ce projet, pour nous, est important. Il est important, pourquoi? Parce que le miel est un produit qui est très prisé de par le monde aujourd'hui. Les huîtres aussi sont très prisées dans le monde. Donc, vous pouvez améliorer votre revenu, vous pouvez gagner de l'argent, devenir riche en protégeant l'environnement. Et c'est un compagnonnage extraordinaire de mettre à la fois la richesse qui est liée à la protection de l'environnement, mais en même temps l'amélioration de vos conditions de vie. Donc je voudrais vraiment prier mes parents de prendre très au sérieux cette formation-là. Il ne faut pas de prendre ça très au sérieux. Et vous allez voir, et je souhaite vivement que, Karim, il faudrait qu'au cours de la formation, tu partages avec eux comment ta vie a changé avec l'environnement. Et c'est important qu'ils partagent cette expérience-là. C'est ça l'intérêt. Et c'est ça qui va susciter chez la population l'intérêt pour dire qu'on ne les a pas rassemblés pour leur perdre du temps. Le paysage monovoltaire regroupe 3 pays, c'est-à-dire le Ghana, le Togo et le Bénin. Et au niveau de chaque pays, nous avons installé une plateforme des acteurs intervenants au niveau de chaque sous-paysage, je vais dire, au niveau de chaque pays. Donc pour le Togo, ce que nous avons eu à faire, c'est utiliser cette plateforme pour servir de passerelle pour organiser cette visite d'échange au profit de la fondation Akere Bourou et de l'ONG Corde qui mène en consortium un projet de valorisation des potentiels des mangroves, en l'occurrence l'activité d'ostréiculture. Nous avons ajouté à ça, sur insistance et sur la proposition du maire d'Anéro, du maire du lac 1, au niveau de la ville d'Anéro, d'ajouter à cette visite d'échange l'activité d'apiculture. Donc, au profit des 2 communautés, nous sommes décarcassés pour mettre les bouchées doubles pour leur permettre d'apprendre le processus de mise en place d'un projet ostréicole de bout en bout et aussi de comment installer les ruches. En fait, cette visite d'échange est une continuité d'autres visites d'échange qui ont été déjà réalisées en Guinée-Bissau et à Joal au Sénégal. Donc, lors de ces visites d'échange, il a été question des aspects de gestion des AMP, des aspects de gouvernance, des aspects de surveillance,
En Guinée-Bissau, il s'agissait peut-être de voir avec les bénéficiaires, les partenaires, tout ce qui concerne la régénération naturelle assistée. Et comme les participants, les partenaires du Togo et du Bénin sont dans un processus, nous avons jugé utile un peu de les partager l'expérience de Joal en matière d'ostréiculture et d'apiculture. Donc nous sommes là avec les bénéficiaires, 17 au total, pour faire avec eux un partage d'expérience, notamment en voyant ce qu'ils font actuellement sur les différents sites, voir quels sont les avantages et les inconvénients et comment ils peuvent être améliorés avec l'expérience de Joal. Donc nous avons pu mobiliser des experts du Sénégal qui sont là avec eux. Hier, c'était les activités en salle, il y a eu des plongées pour voir un peu les milieux où l'apiculture et l'ostréiculture sont propices autour d'Anéo. Vu l'importance des mangroves dans la biodiversité halieutique, faunique et floristique que ces écosystèmes comportent, vu ces importances dans la séquestration du carbone, dans la protection des côtes et dans le développement des activités économiques locales, nous avons pensé qu'il faut réduire la pression qui pèse sur les mangroves par la coupe des racines pour la collecte des huîtres et qui pèse sur les mangroves par la coupe des mangroves pour les bois de feu et autres. Et c'est dans ce contexte que nous avons, en collaboration avec FAP, Fondation Kérébo et Partenaires, ils ont pu avoir l'idée de développer cette activité génératrice de revenus qui est l'ostréiculture en se basant sur les expériences développées à Joal, au Sénégal. Donc cette situation, ça va nous aider de protéger les acquis, les activités génératrices de revenus des mangroves et également de développer l'économie locale verte, l'économie locale au niveau de ces régions pour l'écosystème vert. Maintenant, le projet dont nous parlons, c'est un projet, comme je l'ai dit, ça va se baser sur les expériences que le Sénégal a déjà acquis depuis plusieurs années, puisque le Sénégal a commencé par travailler sur ces trucs-là depuis 1988. Je parle sous réserve des Sénégalais qui sont là. Et dans le cadre de ce projet, l'objectif principal est de développer l'ostréiculture en tant qu'entreprise économique locale émergente dans les zones de mangroves transfrontières du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, il y a 3 groupements dans la commune qu'on a dotés. Il y a certains qui ont fait les installations, à part les essais qu'on a fait ensemble, mais d'autres n'ont pas encore fait les installations parce qu'ils se disent que actuellement il y aura le lâcher du Niambeto, donc il y aura plus de l'eau salée dans la lagune. Elle sera douce. Est-ce que les huîtres vont réussir? Donc ils sont en stand-by. Bon, je pense que la formation, celle-là, elle est la bienvenue pour nous informer, bien nous dire si est-ce qu'ils peuvent aller ou bien est-ce qu'ils doivent attendre après la saison des pluies pour refaire les installations. Bon, en gros, c'est ce qu'on a dit et on est suspendu à vos lèvres pour apprendre plus. Merci beaucoup. La mangrove pousse en bord de mer ou dans les fleuves dans la zone des marais. C'est une forêt constituée principalement de plusieurs espèces de palétuviers, des arbres capables de vivre dans les eaux salées, contenant parfois 2 à 3 fois plus de sel que la mer. Le bois de mangrove est extrêmement solide et imputrescible. Ancrés dans la terre molle, grâce à leurs racines échasses, les palétuviers résistent aux tempêtes. Agir a reboisé plus de 1000 hectares ces 10 dernières années, ce qui équivaut à environ 1428 fois la surface d'une pelouse d'un stade de football. Agir a contribué à la conservation et la restauration de l'écosystème mangrove.
ce qui est une importance capitale pour la population locale à travers ses biens et services. Aujourd'hui, on va uniquement discuter sur les problématiques des sites, du choix des sites. Où on doit mettre les guirlandes. On ne les met pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il y a des moments choisis, il y a des endroits choisis, vraiment pour mettre ces guirlandes. Allez-y. Donc d'abord, il faut voir la température, qui est très importante. La température, il ne doit pas être inférieur à 12, sincèrement, parce que les gains, comme on a une sensibilisation moins élevée, la croissance de l'entrée des individus qui sont d'une façon, c'est-à-dire si la température n'est pas très bonne, les huiles ne pourront pas grandir comme il faut. Parce que la température est très importante. On va revenir, on va vous montrer comment voir la température. Donc la température doit être entre 12 et 18. Entre 10 et 18, il y a une très bonne température qui permet à l'huile de pouvoir se développer dans la zone. Mais si la température est supérieure à 18, vous aurez de grosses huiles, mais vous n'aurez pas de production. C'est-à-dire que ce sera des coquilles vides à quelque chose. Oui, il y a de très beaux coquilles, mais quand il va les enlever, il va avoir des petites de chair. Et si c'est la température est moins de 12, aussi ils ne pourront pas se développer. Mais il faut entre la température soit entre 12 et 18. Il faut qu'ils soient dans des milieux vraiment adaptés à leurs conditions de vie. Si le milieu n'est pas adapté à leurs conditions de vie, pour qu'ils se développent, ça devient difficile. Mais on va vous montrer comment faire ces souvent, maintenant il y a aussi le courant. J'ai vu tout à l'heure dans votre film, on ne met pas n'importe où les guirlandes. Si le courant est trop fort, lui n'arrive pas à se développer parce qu'il a besoin de manger. Il a besoin de s'ouvrir, de boire et de manger. Si le courant est trop fort, il n'arrive pas à vraiment, on ne le met pas dans des endroits devant des bolons ou devant des embouchures où le courant est trop fort. On évite ça, on va y revenir parce que les huiles, ils se nourrissent de ce qu'on appelle le phytoplancton. Si le courant est trop fort, donc il n'arrive pas à vraiment. Donc si on a le courant moyen entre 0,03 ou 0,2 mètres secondes, donc là, il est dans un endroit idéal. Et ça, on va y revenir pour que vous puissiez savoir comment remarquer ça, comment remarquer ce truc-là. On va revenir sur ça. Il y a ce qu'on appelle aussi le marnage. Donc le marnage aussi est très important parce que j'ai vu sur votre film, on met les huiles dans les zones où en pleine marée basse, les huiles doivent sortir. Ils ont besoin de soleil aux huiles. Il ne doit pas être, certaines huiles en tout cas, parce qu'il y a plusieurs espèces, l'huile que vous avez ici, ils n'ont pas besoin d'être chaque fois sous l'eau. À des moments donnés, il doit être sous l'eau, à des moments donnés, il doit sortir de l'eau. Même à part le projet PABU, après le projet, vous pouvez continuer à faire le travail. Parce que les guirlandes ne coûtent rien du tout. Si vous avez de petites choses à faire, les pochons ne coûtent rien du tout. Donc c'est parce qu'en Afrique, le problème qu'on a, si on a un projet, c'est bon. Si le projet n'est plus là, tout s'arrête.
C'est pourquoi nous, on essaie de vous former, pour vous montrer ce qu'on a fait au Sénégal. On n'a pas besoin de gros moyens. Moi, les pochons, c'est moi qui s'est débrouillé pour là-bas. Les guirlandes, on se débrouille, on a des écoles, on dit aujourd'hui on n'a pas beaucoup de boulot, on va aller chercher des guirlandes. On commence à travailler. Si on n'a pas plus de temps, on laisse. Si on a un peu de temps, on va aller chercher 4-5 pochons, on refait. Donc il ne faut pas être trop dépendant sur des projets. Le projet, il ne fait que vous pousser, vous donner des formations. Mais après le projet, les gens doivent continuer avec les moyens de bord qu'ils ont. Qu'est-ce que vous voulez faire là actuellement? Je suis en train de voir, parce que j'ai vu d'autres espèces qui ont déjà colonisé les huîtres avant l'arrivée des naissins. C'est-à-dire qu'ils ont mis les cochons avant l'arrivée des naissins. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça à la mauvaise période. Donc quand tu vas voir les huîtres qu'ils ont mis, tu vas voir qu'il y a déjà des saletés qui ont déjà colonisé. Et que si les naissins arrivent, ils n'auront pas de place. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui a déjà colonisé les âges. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de savoir quelle est la date exacte où les naissins viennent coloniser les âges. Une zone qui est très bien. Le problème est que les guirlandes ont été mises trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut chercher la période de la mise en place des guirlandes. Donc quand tu les mets avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est colonisé par d'autres, que ce soit des algues, que ce soit des saletés, que ce soit d'autres espèces qui viennent coloniser avant l'arrivée des naissins. Parce que les naissins ont des périodes. Donc quand un naissin arrive ici, il ne pourra pas se fixer ici. Parce que déjà, ça a été déjà colonisé par d'autres. Donc le naissin n'a pas d'espace pour se fixer. Donc il se fixe sur le coquillage. Si le coquillage est colonisé par des saletés, il ne peut pas le faire. Par contre, peut-être, tu peux le mettre, mais il faut revenir chaque 15 jours pour nettoyer ça. Okay. Quand tu nettoies ça, peut-être, proprement, tu auras les coquillages qui sont là. Mais quand tu les laisses comme ça ne va jamais capter. C'est l'endroit idéal en tout cas. Il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. S'il y a des moyens de venir ici, c'est l'endroit idéal. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour des travaux pratiques. Nous allons montrer comment au Sénégal cela se fait et puis ça va leur permettre d'améliorer les techniques qu'ils affectionnent dans cette zone. On est en train de faire des guirlandes et de 3 mètres sur 1 mètre. C'est-à-dire chaque 3 mètres, tu peux faire au moins 25 cordes de 1 mètre. Donc avec des guirlandes de 3 mètres, tu arrives à faire 50 mètres de guirlandes. Donc ça te permet de savoir le nombre de mètres de guirlandes que tu as. Et dans chaque 3 mètres de guirlande, il y a au moins 600 coquillages qui peuvent capter des naissins. Donc avec 600 coquillages qui peuvent capter des naissins, ça te permettra au moins minimum d'avoir 1200 coquillages, 1200 naissins minimum parce que chaque coquillage peut capter au minimum de naissins. Donc à la fin, tu peux avoir entre 1200 à 1500 naissins à mettre dans un pochon pour une seule guirlande. Alors comme l'a dit Bara hier, ça c'est presque 4 étapes. Il y a le captage, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Maintenant, si ça capte, voilà, merci Malo, ça va capter comme ça. Ça, c'est les huîtres qu'on a utilisées. Et je vous ai dit, dans 2 ans, vous allez avoir des huîtres plus gros que ça. Parce que ces huîtres se sont adaptées par rapport à leur milieu. Ils n'ont jamais eu d'aide. Vous allez les aider à mieux se développer. Maintenant, ça, c'est les naissins. C'est le petit huître. Quand on dit naissin, c'est celui qui est tout petit. Quand il vient, il y a le mâle et le femelle qui jettent les spermes. Ils vont se rencontrer naturellement et ils vont se coller ici. Et ils deviennent des naissins. Maintenant, quand il est naissin, comme ça, et il grandit comme le caméléon, il prend la forme de l'endroit où il est. Maintenant, pour qu'il ne prenne pas la forme des racines échasses, nous, on l'enlève après quelques mois, on l'enlève ici et on le met dans ce filet enveloppé. Et il va grandir en prenant la forme qu'il veut parce qu'il n'est pas sur quelque chose. Il va grandir naturellement comme ça. Donc ce sera plus facile, vous aurez de grosses huîtres et qui seront plus faciles à enlever et plus faciles à commercialiser. Donc ça c'est le captage, mais ça c'est pour le grossissement. Parce que la 3e étape c'est la valorisation. Donc dans le grossissement, il y a ce qu'on appelle l'épuration.
C'est-à-dire à des moments donnés, il y a trop de microbes, trop de bactéries. On les met dans des bassins de dégorgement pour les épurer un peu. Par contre, on est aux premières étapes, c'est le captage. Dès qu'on a 2-3 mois de captage, on essaie de voir s'il y a des petits naissins. Les naissins aussi, c'est en 3 catégories. Premier naissin, on les met ici. Parce que le mail, il n'est pas grand, c'est trop petit quand même, on peut avoir des mailles de 8. Ils vont grandir ici pendant 2, 3, 4 mois. Et il y aura une compétition parce qu'ils vont grandir et l'espace sera trop petit pour eux. Vous le sortez ici, vous amenez des mailles qui sont plus grands entre les mailles 16, 20, 25. On les met encore sur les autres mailles. Et au bout de 3, 4, 6 mois encore, on le ressort sur les mailles là, on les met sur des mailles de 36, de 42. Et à partir de là, ils terminent le processus. Et à partir de là, qu'on les sort pour les valoriser maintenant. Donc, on va vous montrer comment on le fait. C'est-à-dire, l'huître est sur l'eau. Normalement, il est sur les guirlandes. On l'a sorti du guirlande, mais il reste dans les mêmes milieux. Mais dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions, il sera sur le filet comme ça. On va prendre un filet comme ça. On le met en deux. C'est à toi de choisir. Hein. Si tu fais 10, 15, 20, il n'y a pas de mesure exacte pour dire. Parce que ça dépend de toi. Tu peux mettre 30 coquillages petits. Tu peux mettre 100. Au début, tu peux mettre même 200 parce qu'ils sont petits. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça, voilà. Dites-moi un peu. Voilà. Donc c'est bon. À partir de là, on peut couper d'une façon directe. À partir de là, on peut avoir 2 pochons comme ça, en longueur. Maintenant, c'est le filet qui va te déterminer comment tu vas couper. Et là, je vais vous montrer, on va mettre une bâton ici pour que ça ne s'étire pas, une autre bâton là. Et des 2 côtés, on met des bouées blancs. Donc il reste flotté sur l'eau et il grandit. Il est dans le même milieu comme les guirlandes et il reste flotté. Et je vais vous montrer, on les attache un par un. Et on va les mettre dans deux bâtons parallèles. Quand l'eau monte, il monte. Quand l'eau descend, il descend. Et ils grandissent dans les milieux. Et au bout de quelques mois, tu as de très bonnes huîtres. Et quand ils vont grandir, ils vont prendre ça, ils ne pourront plus être là. Tu prends un autre pochon, mais tu réserves ça aussi pour les autres qui vont venir. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, tu as assez de matériel, tu as assez de pochons, parce que c'est un début qui a un investissement. Mais après, 1 an après, tu n'as plus besoin de pirogues, de couteaux, de tout ça, tu n'as pas plus besoin de ça parce que tu l'as déjà. Au début, quand même, c'est difficile, c'est pourquoi il faut faire doucement, jusqu'à arriver à faire ça. Lucia me la teno de na vela no sana we anti to va le fio mi do mi le wero. Ta o le fio mi le ke be noa. Oto abe soso. Do da do pe a do oto a mi so na. Oto a. So enu anti o ba le e ya so ba le va da mi ayo. Ka mi a oto a. E yo a. Na ba no oto a go. Na no we le fizi. E yo.
On l'a initié parce qu'on s'est rendu compte que les naissins se collaient sur les racines échasses et que les femmes c'était très difficile pour les femmes de les enlever. Ensuite, il agressait la mangrove. Non seulement maintenant on protège la mangrove, parce que les naissins ne vont plus se coller sur les racines échasses, ils vont se coller sur les guirlandes, mais ça nous permet de valoriser. Parce que quand tu vas sortir les naissins, tu les mets sur les pochons, ça va prendre la forme des pochons et ce sera plus facile à commercialiser et c'est entretenu et l'huître est plus agréable à manger. Donc non seulement le travail des femmes va se diminuer, ils vont gagner plus d'argent par rapport à la commercialisation, mais la mangrove sera protégée. L'objectif, en fait, c'est d'outiller les participants. Parce que déjà, c'est des choses qu'ils sont déjà en train de faire avec les moyens du bord. Du point de vue technique, ils ont encore des choses à apprendre. Et l'objectif, c'est de leur donner les outils nécessaires pour vraiment faire décoller ces filières-là, notamment l'ostréiculture et l'apiculture. Parce que là, le peu de gens qui le font n'appréhendent pas encore toute la potentialité économique qu'il y a autour de ces filières économiques qu'offre la mangrove. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a des gens qui peuvent en vivre, il y a des gens qui peuvent gagner leur vie autour de ces moyens. Et ça va permettre derrière, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de ces filières économiques-là, ça va les pousser à protéger davantage les mangroves et éventuellement pouvoir profiter des ressources qui sont autour de la mangrove sans pour autant agresser la ressource. On pense qu'à partir de là, on est en train de faire un déclic. C'est dans 2 ans qu'on va voir le fruit de ce travail. Quand ils vont sentir que c'est rentable, quand ils vont sentir que ça va protéger la mangrove, c'est une activité vraiment très rentable d'ailleurs tout au Sénégal. Et on veut faire ça au niveau du Togo et du Bénin, qui permettra aux femmes qui sont très fatiguées de travailler dans la mangrove, de pouvoir gagner beaucoup d'argent et faire moins d'efforts et gagner plus d'argent. Alors Karim, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, on est en train d'installer des guirlandes parce qu'on a fait déjà une formation théorique. On est en train de faire une formation pratique. On a coupé les bâtons hier et attaché les huîtres sur les guirlandes. Maintenant, on est en train d'installer les guirlandes. Une guirlande qui fait 3 mètres sur 1 mètre de profondeur. Et au total, on aura au moins 600 coquillages pour capter les naissins. C'est-à-dire 50 mètres de guirlande sur 600 coquillages qui vont être installés aujourd'hui pour capter les naissins par rapport à ça. Mais l'important, c'est que ces gens seront formés et que dans cet espace, il n'y a pas à avoir même 5000 guirlandes qu'ils peuvent installer ici. Parce que ce n'est pas d'installer une seule guirlande pour avoir des naissins et faire des captages et faire des grossissements. Mais au moins, à partir de là, ils comprennent comment on fait, ils vont comprendre comment on installe les guirlandes. Et à partir de là, ils vont continuer le travail pour avoir... quand on va parler d'Anéro, on va parler aussi des huîtres d'Anéro. Merci. Alors. Actuellement, on est en train de faire une formation sur le grossissement. Il y a déjà le captage avec les guirlandes et au bout de 3-4 mois, tu auras beaucoup de naissins qui sont sur les guirlandes et tu vas enlever les naissins qui sont sur les guirlandes, tu les mets sur les pochons. À partir de là, il y a une première 3 mois, 4 mois que tu vas laisser sur les premières étapes de naissins qui ont des mailles de 8 à 12 parce que c'est des petits naissins. Et au bout de 4 mois aussi, tu reviens, tu les reprends encore, tu les mets sur des mailles de 36, 42 pour qu'ils puissent grandir sur ces mailles. Tu peux le faire 2 ou 3 fois, ça dépend de toi. Mais par contre, ça c'est captage, mais ça c'est grossissement. Maintenant, il y a troisième étape, c'est valorisation et commercialisation. Donc captage, grossissement, après on va parler de valorisation et de commercialisation. Donc ni l'un ni l'autre ne peut partir. Si tu as des naissins et tu ne fais pas de grossissement, ça ne sert à rien. Si tu fais des grossissements et que tu n'as pas de marché, ça ne sert à rien. Si tu ne le valorises pas pour avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Donc les 4 là, c'est le maillon, c'est une chaîne. Personne ne peut partir sans l'autre. C'est un système que vraiment nous devons tous adopter pour avoir le meilleur demain. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est une activité phare
que tous nous avons apprécié. C'est une activité que nous devons tous mettre en pratique pour avoir assez d'huîtres et de bonne qualité. Nous sommes contents, fiers de connaître véritablement ce qu'on appelle une guirlande et comment placer une guirlande pour capter les huîtres. On est en train de faire une formation pratique sur la fabrication de ruches, surtout ce qu'on appelle des ruches kenyanes, qui sont presque plus adaptées en Afrique. Donc on est en train de former les populations à comment faire une ruche. Tout le processus de fabrication de ruches jusqu'à l'installation de ces ruches. On a fait une présentation un peu théorique et maintenant on va aller à la pratique pour la fabrication de ces ruches kenyanes. On essaie de mettre 70 ici, ensuite on le sort et on le coupe là-bas. Pour qu'au moins là tu es sûr que tu t'es pas trompé. Ok, allez-y. David, formidable. Alors, donc sur chaque kenyan, et ça c'est les deux côtés. On en a deux comme ça. Et les deux autres de l'autre côté. Amène d'abord. Amène ça. Voilà. Donc souvent on a 30, 29 c'est bon. Donc le 29 c'est bon. Maintenant ça peut finir même jusqu'à 28. Si on arrive à raboter, même jusqu'à 28 c'est bon. Mais à 29 aussi c'est pas grave. Alors, donc on va couper deux comme ça pour avoir une seule ruche de deux côtés. On coupe encore deux comme ça, ça va faire 4. Deux côtés. Ça on le coupe sur l'autre bois là-bas. Parce que c'est moins de 29. On le coupe sur l'autre bois. Non. Ça on le coupe sur l'autre bois. On coupe encore une autre comme ça, de 70. 70, 2, 70. Voilà, 2,70. Les étudiants là. Est-ce que vous pouvez me dire les mesures là, David? De là à là, c'est combien? C'est 70. De là à là. C'est 46. De là à là. 25. De là à là. 23. 23, barman 23. En rabotant. En rabotant. C'est simple. C'est simple, il y a 46. Maintenant, c'est pas une obligation que les caisses doivent être comme ça. Bah, ici je vois ça, c'est 44. C'est ça qui me... Ouais. Non, ici le problème est que, c'était normalement ça devait se fermer. On a mal fait ici. Ouais. Logiquement ça devait se fermer. On va augmenter les baguettes. Ouais. Mais ça c'est pas important. C'est pourquoi oui, c'est trop ouvert. Normalement si ça t'est plus fermé les baguettes, tu n'as pas même pas besoin de voir les baguettes. Ouais. Quand tu termines, tu le mets, il doit se poser. Tu n'as même pas besoin, ça c'est 48, tu n'as pas même pas besoin de le regarder. Normalement quand tu termines, il doit se poser comme ça. Oui, je vois ce que... Mais comme on n'a pas de machine, on a travaillé d'une façon manuelle. Avec la main. Ouais. Par contre, tout ça c'est pas important. Parce que la caisse peut être 22 baguettes, la caisse peut être plus grande. Tout ça c'est pas important. Ce qui est important c'est ça. Si tu respectes ça, tout le reste là, même ça peut être des caisses carrées, comme les caisses Lamstron, ça permet. Ce qui est important, on va insister sur ça après, entre là et là, les 32 mm qui sont importants par rapport à ça. 33, c'est ça qui est 33 et demi, 32, pardon, on dit 32. 32. Ouais. C'est 32. Ouais. C'est ça qui est important, millimètres. Ça donne 3. Pas 3 et demi, mais 32. 3,2. Ouais. C'est ça qui est important. Et là maintenant, tu fais des trous entre temps. Quand tu vas faire les cires, entre celui-là et l'autre qui va être à côté de lui, ce sera 32. Quand tu fais une. C'est 1,2 ici. Oui. Non, c'est pas. C'est quand tu fais une autre baguette ici et que tu vas mettre le trou, tu vas voir que entre les deux trous c'est 32. Ok, je vois.
Le bâton est 32, les deux trous entre les deux trous. 32. Si les baguettes sont 32, même si tu mets le mètre ici, entre ce trou et l'autre trou ici, ça donne 32. Espacement du 32. Ouais, 32. C'est seulement ça qui est important. Parce que comment dirais-je, l'abeille quand il arrive, il voit que ici c'est 35, il ne fabrique pas. Il commence après, il quitte. Quand il voit que c'est éloigné, il ne fabrique pas, il quitte. Et qu'il peut faire une semaine après, il va partir. Donc ce n'est pas la largeur. Moi, parce que nous, ça c'est 22 baguettes. Mais c'est 20 baguettes, il y a ceux qui font 22. Donc la caisse peut être, parce que la caisse là, ça leur permet d'être dans des conditions. Mais c'est les baguettes, l'estacement des baguettes qui est important dans une caisse. Et pourquoi aussi on l'a mesuré jusqu'à 70? Parce que les gens se sont rendus compte que pendant les 3 ou 4 mois que l'abeille va travailler, il ne peut pas faire plus que ça. Même si c'est une forte colonie, il ne peut pas travailler plus que 20 baguettes pendant la saison. Donc ça ne sert à rien de lui faire 50 baguettes en pensant que si la caisse augmente, le miel va augmenter. Automatiquement. Ça c'est votre propre expérience ou c'est comme ça C'est naturel au Sénégal. En tout cas au Sénégal, on ne sait pas les abeilles qui sont là. En Afrique, en Europe, ils ont des abeilles qui font 35. Quand ils amènent ces caisses de 35 au Sénégal, je l'ai essayé plusieurs fois. Ça ne marche pas. Ils entrent après, ils ressortent. Parce que les abeilles en Europe sont plus grands. C'est des abeilles qu'on a mélangées, comment dirais-je? Génétiquement modifiées. Oui, on l'a greffé quoi. C'est des abeilles qui ne sont pas agressives et ils n'ont pas d'abeilles sauvages. C'est des abeilles qu'on a ici les Européens. Ils ont tellement créé d'abeilles. C'est pourquoi ils n'ont même plus de miel pur quoi. Parce qu'ils ont mixé. Eux, ils peuvent même travailler sur les abeilles sans des matériels. Parce que les abeilles ne piquent pas là-bas. Alors que nous, on a des abeilles sauvages. Donc on nous a amené des caisses Lamstrong de 35. On les a installées. Pendant ça n'a pas marché. J'ai installé 20 caisses Lamstrong pendant 1 mois. Ils captaient, ils ressortaient, ils captaient, ils ressortaient. Il y a 2 qui captaient. Et même en les modifiant, en diminuant la taille. J'ai mis des caisses kenyanes, une dizaine. Une semaine après, toutes les caisses kenyanes sont remplies d'abeilles. Ils sont dans le même endroit. Bon, on peut couvrir ça en gros avec quelque chose. Oui, on va montrer ça. Il y a une caisse qui va être. Il y a une couverte. Il y a une couverte. On va travailler sur ça. Au moment de la pluie. Non, il y a une couverte en contreplaqué. Et sur la couverte, vous allez mettre un peu de tissu, un peu de poids, de zinc ou quelque chose qui fait que pendant la pluie. On va travailler. Il y a une couverte, Madeleine travaille sur ça. Donc c'est lui souvent qui fait les couvertes. Donc on les fait après sur ça. Et ensuite tu vas mettre quelque chose. Sinon, s'il ne le fait pas pendant 2-3 ans, tu pourras l'utiliser. Maintenant, on va mesurer les couverts parce qu'on a déjà confectionné les ruches, 3 ruches. Maintenant, on va prendre une contreplaqué comme ça. On va faire 3 couverts. C'est ça qu'on va faire. Ces couverts, ça va servir à couvrir, comme vous l'entendez, couverts, ça va servir à couvrir les ruches. Parce que quand tu as les baguettes, tu dois couvrir la ruche. En cas de pluie et tout, tu vas prendre une toile et tout, tu vas le mettre sur le couvert. Ça va empêcher l'eau de rentrer. Actuellement, on est à la 3e étape des ruches. C'est-à-dire on est en train d'installer les baguettes. Après les baguettes, il y aura ce qu'on appelle amorce. Pour le moment, c'est l'estade le plus difficile pour la construction d'une ruche. Parce que c'est l'estade où on doit respecter les 32 mm, qui est la seule critère, en tout cas pour l'abeille, de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Parce qu'il y a plusieurs critères. Il y a le critère du porte qui n'est pas très important, où on a 8 cm sur 11. Mais la plus grande critère, en tout cas pour que les abeilles puissent travailler dans de très bonnes conditions, avoir du miel, du pollen et du cire, c'est de respecter les 32 mm, surtout en Afrique de l'Ouest. Et à que mille mille ani bâton. Dès que mille place à tia ani à la vadoume, nia donoro me ani la vadoume gamia. Elle a niani si à dodu. Et mille à tes ans et mille ouais. Donc en bien à nos vignes nous sur les pépés et doigts et ni don important. Et là on est la gbemenami. Donc on a mérité un seven quoi. N'était pas qu'à va coffee que la neta va. Sojola de mi pala le que on y na do coin.
Avec nous, nous avec aux années. On va faire avec mi la temnido. Mais là, loulou, les miens casse avec mi qu'on a du bout, mais toi, va de quoi me loulou. Et on va faire mi a chamé la temnido, drofa. Et mi clajoda, clablora. So, et so kura, mi to, avec on a ni na nia. Mi to est camé, papala. Et du coup, mi poto les ya. Nous deux, il y a le curriculum nous d'agbe nous mi blo ganjiton vi mi ton la de so ye na wa le ton do sommet mi nyore be nyibe ko he bana mi la dom ya jila ne ho le mi de beni ya mi la copie de le me mi de ko mi la pa to ko bon mi la pa manga bo mi la le beno o to ti ko le to atowa et en plus ani mi la ni la pa ni si le me et la servi bien la population et galaba nous c'est la souvenir c'est la ne ho. Oui, nous sommes là pour un atelier de 5 jours pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes à la phase des abeilles. Et pour la première fois, le lundi, on a commencé par nous donner des formations sur les huîtres. Les huîtres où on a déjà fabriqué les guirlandes que nous sommes déjà installés sur le lac. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase des abeilles. Ce que les femmes sont en train de faire là, c'est les nids d'abeilles. C'est très important ce qu'ils sont en train de faire. À voir tout ce qu'on nous a enseigné, vraiment, ça va faire que, comment dit-on, nous aurons de bon miel et les mangroves aussi seront sauvées. Je tiens à remercier particulièrement Lucien Paco, au travers duquel cette visite d'échange a eu lieu. Et sans Lucien, on ne pourrait pas être là. Et franchement, merci beaucoup. Et également, nous voulons remercier Karim et Madeleine qui ont pu donner 5 jours de leur disponibilité pour nous assister au cours de cette formation. Même si on doit les payer, ce ne serait pas à la hauteur de ce qu'ils nous ont donné. Et également, nous voulons remercier les organisations Fondation Akerebo and Partners et aussi la Coordination pour la recherche et le développement en environnement, ainsi que tous les groupements ostréicoles qui se sont présentés au cours de cette formation. Pour avoir du miel, c'est un long processus. Donc on a fait 2 jours de formation théorie et pratique. On les a présenté un peu les riches, comment doit être la vie des abeilles et le matériel que tu dois avoir. Ensuite, on est allé à la formation de fabrication de ruches. Fabrication de ruches par rapport aux ruches kenyanes, les mesures que tu dois, les 32 mm que tu dois respecter. Tout ça, ils ont très bien compris. Maintenant, on a fabriqué des ruches et on va aller à l'installation de ces ruches. Maintenant, après la fabrication, il y a aussi le site qui est très important. Est-ce qu'il y a du nectar? Est-ce que les abeilles peuvent vivre dans cette zone? Donc, on va aller là-bas et on va les montrer aussi comment poser les ruches et comment aussi mettre des abreuvoirs pour les abeilles. Vous avez une île qui fait plus de 100 hectares. Il y a tellement d'espèces qui vivent ici. Donc ça veut dire que ça se renouvelle. Si celui-là n'a pas de graines, l'autre a des graines. Si celui-là n'a pas de graines, l'autre a des graines. Donc quand il se réveille, il a déjà de quoi manger. C'est une zone qui n'est pas trop fréquentée. Ça veut dire qu'il n'est pas trop emmerdé. C'est une zone où il n'y a pas de grosses tempêtes parce qu'il y a les arbres qui sont là. Donc le vent ne va pas trop les déranger. C'est une zone où il y a un peu de soleil. Donc déjà, c'est des choses qui sont beaucoup de soleil. Donc tous les paramètres pour avoir du miel sont là. Et vous voyez, venez par là. Ça c'est très intéressant par rapport aux floraisons du rhizophora. Parce que vous voulez avoir du miel de mangrove. Donc vous le voyez déjà, c'est des fleurs, déjà les abeilles, c'est leur période. Vous allez voir beaucoup d'abeilles parce qu'il y a déjà de quoi manger par rapport à la zone. Donc tous les paramètres sont là. Si j'habitais ici, on peut mettre plus de 1000 riches ici. C'est des millions et des millions de récoltes. Si vous avez une très bonne association, vous avez des moyens de venir ici. Vous mettez plus de 500 à 1000 riches ici. Vous le faites un travail. Vous allez récolter des millions et des millions pour chaque 4 mois ou 5 mois. Toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies ici. C'est calme. Vous passez, vous mettez de l'eau,
vous faites le suivi, vous regardez, vous récoltez. Donc toutes les conditions sont réunies ici. Ça, c'est des choses à faire parce que si vous laissez les ruches ici et qu'il n'y a pas de suivi, les abeilles n'ont pas à boire, il n'y a rien de fait. Aussi, c'est du matériel qu'on aura gaspillé pour rien. Oui. Donc ça, c'est important. Chaque 15 jours, venir apporter de l'eau, venir faire le suivi, voir si tout se passe bien, etc. Donc ça, c'est important. Donc il faudra peut-être, dans le cadre de ce projet, avec le comité de gestion, identifier des gens dont c'est les tâches de façon périodique, responsabiliser des gens pour que le travail puisse se faire. Parce que sinon, on aura fait tout ce travail pour rien. Quand tu prends l'exemple de bon miel et que les gens sachent que partout au Togo, le vrai miel, il faut aller à Anéo. Il faut d'abord travailler sur ça. Il ne faut pas tricher. Il faut que les gens sachent que... Labelliser. Il faut que les gens sachent que partout où tu achètes du miel, tu n'as pas de bon miel. Le vrai miel que tu peux trouver, il faut aller à Anéo. Dans une forêt qui fait plus de 100 hectares, où il y a plus de 500 riches, et qu'eux sur place, ils ne mélangent rien du tout, ils font que du bon miel. C'est à partir de là, parce que les gens savent les vertus du miel. Bon, ils ne veulent pas acheter du sucre. Ça les rend plus même malades. Mais quand ils sont sûrs que c'est du vrai miel, là, des gens vont venir partout ici pour venir chercher du vrai miel ici. Surtout les gens qui connaissent les abeilles. Donc d'abord, il faut que vous travaillez sur ça. Maintenant, je voulais faire le calcul. En 4 mois, si tu as 1000 riches bien faits, avec des gens bien formés, qui viennent faire même une maison ici dans l'île, une case. Ils habitent dans l'île uniquement pour travailler sur les abeilles et sur les guirlandes qui sont à côté. Ils viennent faire une case, 2 cases ici, avec leur cuisine. Ils se réveillent le matin, ils sont sur les abeilles nettoyées, programmées, suivies, sensibilisées, donner de l'eau pendant 4 mois. Vous êtes 5-10 personnes, vous avez 50 millions par chaque 4 mois. Et j'ai pris le minimum. Parce que 150 millions là. Oui, j'ai pris le minimum, j'ai dit 10 kilos. Que je suis sûr qu'il y a tellement d'abeilles ici. Tu le vois, c'est sûr. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent et diminuer le taux de chômage de cette ville. Après cette visite d'échange, déjà les partenaires qui ont eu la chance de participer à cette visite vont pouvoir restituer ce qu'ils ont appris au niveau de leur communauté. Donc des séances de restitution seront organisées. Déjà, rendez-vous a été pris avec la Fondation Agriboro pour que dès mardi, que les Togolais qui ont participé à cette activité puissent restituer au niveau des communautés qui n'ont pas eu la chance de participer. L'idée, ce n'est pas de rester avec 5 ou 6 riches, mais c'est d'en faire assez pour pouvoir couvrir tous les sites où Pabiop Mangrove intervient. Donc l'idée, c'est la multiplicité des outils que nous allons mettre en place. Et éventuellement continuer à faire le suivi avec nos chargés de suivi et évaluation qui est sur le terrain avec nous pour que lors de la visite des partenaires, notamment le bailleur, l'Union européenne comme l'UEMOA, qu'ils puissent voir ce qui a été fait dans le cadre du projet et éventuellement pouvoir recueillir les impressions des populations bénéficiaires de ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet et ça depuis 2020. Au-delà de la visite d'échange sur laquelle peut-être M. Bara est plus habilité à parler, moi je suis là dans le cadre du suivi des subventions. Donc le projet depuis sa mise en place a octroyé 48 subventions à travers les 4 paysages dans lesquels nous intervenons. Donc aujourd'hui on est dans le paysage du Monovolta. Donc nous avons fait le Bénin la semaine passée, aujourd'hui nous sommes au Togo. C'est de voir un peu quel est l'état d'avancement des subventions qui sont octroyées. Quels sont l'état de mise en œuvre des activités, quelles sont les difficultés identifiées qui entravent l'état d'avancement et aussi voir ensemble quelles sont les solutions ou les recommandations que nous pourrons préconiser afin que l'atteinte des projets soit une réalité, vu que nous sommes un peu vers la fin du projet et que aussi les délais sont un peu serrés, un peu courts. Donc il conviendrait un peu d'accélérer le suivi et d'appuyer aussi les partenaires qui sont sur le terrain afin que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions. Pour nous, c'est un grand pas et nous appelons toutes les autorités et toute personne, que ce soit institutions
des partenaires financiers de tous ordres, à accompagner ce processus pour que nous puissions dupliquer à large échelle. Les populations ont encore besoin de beaucoup de moyens. Par exemple, ils ont besoin de bacs motorisés, de moyens pour étendre ces guirlandes, de moyens pour la transformation et des débouchés aussi. Donc nous avons besoin de tout cet appui-là pour véritablement élever le niveau de vie de ces populations qui vivent en symbiose avec la nature. Merci beaucoup parce que moi d'abord je remercie UCN à travers aussi le projet PAP Bio et le maire de la commune parce que moi je pense qu'ils sont beaucoup en avance par rapport à nous, chez nous au Sénégal là où je viens. Parce que d'abord il y a la ressource humaine qui est là, depuis 4-5 jours les gens sont toujours là, de 8h jusqu'à 18h, chaque fois c'est à moi de dire qu'il faut rentrer, mais on ne voit jamais que les gens sont fatigués parce qu'ils veulent ce qu'ils veulent, ils ont envie de réussir ce qu'ils veulent faire. Donc on a travaillé pendant 5 jours sur les techniques de mise en place des guirlandes, sur tout le processus jusqu'à arriver à mettre une guirlande pour que, comme repère. On est arrivé aussi à fabriquer 3 ruches avec eux. Et j'en suis sûr à 100% que parmi eux, il y a des gens, même si on n'est pas là, ils peuvent fabriquer leurs propres ruches. Ça, au moins, on l'a réussi. Les guirlandes aussi, on est sûr à 100% que même si on n'est pas là, que ce soit les Béninois ou les Togolais pour faire les guirlandes et pour faire les ruches. Maintenant, ça reste une autre formation pour faire des suivis des guirlandes, faire des suivis aussi des ruches, comment faire les suivis, qu'est-ce que c'est que le nectar, comment les rennes, on doit travailler pour... Même, il y a même des fabrications de rennes. Il y a des gens qui fabriquent même pour avoir des rennes dans les ruches. Donc, ça reste aussi, même sur la commercialisation, la labellisation. Donc, peut-être on va essayer de trouver des moyens pour revenir ici, pour continuer le travail qu'on est en train de faire. Mais moi, je suis très satisfait parce que j'ai trouvé une île qui fait plus de 100 hectares, qui a été très bien reboisée, où on trouve plusieurs espèces d'arbres. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est rare de le trouver en Afrique parce que les abeilles ont besoin de manger. Donc souvent, si c'est seulement la mangrove, de nectar, si seulement c'est la mangrove, souvent la mangrove avec les lysophares et la vicenia, il y a des moments où il n'y a pas de graines, il n'y a pas de nectar de lysophares, ni de nectar de vicenia. Nous, on est obligé de mettre du sucre dans les caisses pour les alimenter. Par contre, ici, c'est sûr que pendant toute l'année, s'il n'y a pas de nectar de rhizophora, il y a d'autres arbres qui ont déjà des nectars. Donc les abeilles sont dans toutes les conditions. Et puis l'île est calme, ce n'est pas trop fréquenté. Donc toutes les conditions sont là, vraiment pour réussir ce projet. Déjà, je tiens à remercier au nom de la directrice régionale de l'UCN, au nom de Renaud, aussi coordinateur du MACO, au nom de Paul Slaitendeng, le coordinateur du PAP Bio Mangrove. Je tiens à remercier déjà les experts de l'association Agir, de l'AMP de Joal Fadjou, qui vraiment, sans rien nous demander, ont accepté de venir nous accompagner à former les populations du Togo et du Bénin. Donc ça, je tenais vraiment à le dire. Donc je tiens aussi à remercier les partenaires qui sont impliqués dans le projet. Je peux parler des femmes ostréiculteurs, que ce soit au niveau du Bénin comme du Togo. Je veux parler du comité de gestion au niveau de Anéro. Je veux parler de la fondation Akiribrou, comme la mairie de la commune des Lacs 1. Je veux parler aussi de l'ONG Corde au Bénin, de l'association Doupo aussi, donc qui ont été là pendant 5 jours. J'ai noté l'engagement dans le lieu. Et il y a même des gens nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour le mettre dans leur village. Je peux penser au village d'Agniron-Kopé où nous avons déjà fait des reboisements et qui aimeraient bien avoir des ruches à eux. Donc vraiment c'est des mots de remerciement. Maintenant la formation c'était déjà pour leur donner les techniques pour qu'ils puissent faire les guirlandes. De ce fait, ils pourront faire de l'ostréiculture sans agresser la mangrove, mais aussi de faire des ruches pour pouvoir faire du miel de mangrove. Maintenant, le suivi se fera. Déjà, c'est à eux, en tout cas dans ma conception, c'est à eux de nous montrer qu'ils en veulent réellement et qu'ils ont envie de réussir. Et quand nous jugerons opportun de ramener Karim pour qu'il les aide à faire le suivi, à choisir les rennes pour un peu plus diversifier les miels qu'ils font. Là, on pourra, dans le cadre du projet, financer ce type d'activité. Mais moi, ce que j'attends déjà des gens qui ont participé, c'est que là, on a fait des ruches, 3 ruches qu'on a placées.
c'est de revenir dans 2 mois, 3 mois, pour trouver une vingtaine, une trentaine de riches qu'ils auront eux-mêmes fait sur la base des connaissances qu'ils ont déjà acquis. Ça, au moins, on sentira qu'il y a la volonté et qu'eux, ils sont prêts à travailler par leurs propres moyens, et là, on pourra revenir les accompagner. Donc, toute la suite dépendra d'eux et de l'engagement de tout un chacun qui est impliqué dans ce projet.